C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères togolais à l'occasion d'un entretien avec la chaîne télévisée. Une déclaration qui suscite maintes réactions au sein de la communauté nationale et internationale. À suivre dans ce journal, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye qui se prononce sur une possibilité d'adhésion. La mission évangélique Les élus de l'Éternel, cité d'excellence, a accueilli la deuxième édition des assises de Calavi de la CONAS Chaplin Afrique. Prévues pour durer 3 jours, ces assises sont marquées par la présence des aumôniers venus de plusieurs pays. Le point de la cérémonie dans cette édition. Hors de nos frontières, le clergé catholique du Cameroun a récemment pris une position ferme contre le président Paul Biya et sa volonté de briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2025. Venue de certains hauts dignitaires de l'Église, cette position s'est amplifiée au cours des célébrations de fin d'année marquées par des critiques virulentes du régime en place depuis 42 ans. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères togolais à l'occasion d'un entretien avec la chaîne télévisée. Cette adhésion potentielle offrirait un accès stratégique aux pays de l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette déclaration suscite maintes réactions au sein de la communauté nationale et internationale. Au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur cette possibilité d'adhésion. Suivant ses propos. L'AES a le vent en poupe en Afrique de l'Ouest et je pense que c'est dû notamment à ce retour de la souveraineté qui met en avant le rejet systématique de toutes les autres puissances coloniales ou néocoloniales qui sont restées en Afrique pendant des années et qui n'ont pas permis d'atteindre plusieurs objectifs, des objectifs de développement, les objectifs de maintien de la sécurité et les objectifs de réguler et d'éradiquer l'insécurité alimentaire. Donc autant de facteurs qui ont poussé ces militaires à prendre le pouvoir, dans un premier temps pour un retour de la souveraineté, mais dans un deuxième temps pour redéfinir les perspectives stratégiques, politiques, diplomatiques de leurs États vis-à-vis de ces anciens partenaires néocoloniaux. Je pense que la deuxième chose par rapport à ce sujet, c'est par rapport au lien qu'entretient le Togo avec l'AES. Je pense que le Togo a de très bons rapports avec l'Alliance des États du Sahel depuis la crise du Mali en 2021. Je pense que le président Faure avait pris les devants
pour être médiateur à plusieurs reprises, et avec le Mali et avec le Niger, dans un contexte de crise permanent avec la CEDEAO. Donc, le Togo avait déjà pris le pouls de ce qui se passait, le Togo avait déjà de l'avance par rapport à ce qui se passait, et le Togo, à aucun moment, n'a été indexé au fort de la crise avec la CEDEAO par ses États de l'AES. Au contraire, le Togo était perçu comme étant un ami. Donc, je pense qu'il existe cette possibilité que le Togo intègre l'AES, mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas qu'au Togo de le décider. La dernière chose, par rapport aux implications, je pense que si le ministre des Affaires étrangères togolais fait ce genre de déclaration, c'est une façon de fragiliser la CEDEAO. La CEDEAO étant déjà fragile, d'ailleurs, cette fragilité s'est faite toute seule. La CEDEAO s'est tirée déjà une balle dans le pied, ensuite une deuxième balle dans le pied, et aujourd'hui, elle est amputée de ces deux pieds, puisque le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est des retraits qui ont des conséquences énormes par rapport à cette politique de la CEDEAO qui a été axée sur la mobilité de tous au sein de l'espace, qui était axée également sur une perspective économique commune, et qui est également motivée par le désir qu'il n'y ait pas de tarifs douaniers à la fois sur les personnes, mais également sur les marchandises. Donc, je pense que le principe de l'intégration, tant défendu par la CEDEAO, est en train d'imploser. Et ces propos du ministre des Affaires étrangères togolais démontrent une autre fois que la CEDEAO s'est retrouvée dans l'impasse. Mais il va falloir trouver des solutions pérennes, parce que la CEDEAO, c'est plusieurs États, c'est les intérêts de plusieurs États qui sont en jeu. Trouver la formule pour apaiser ceux qui sont encore là, au risque de perdre pas que le Togo, pourquoi pas prochainement le Bénin ou le Sénégal, qui le sait. Comme il est de tradition depuis quelque temps au parti politique Union progressiste Le Renouveau, le groupe parlementaire UPR a présenté le bilan de ses activités lors de la deuxième session ordinaire à la presse nationale et internationale lors d'une conférence de presse au siège national annexe à Cotonou. La députée Denise Degbeji lève un point de voile sur quelques actions. On regarde. Conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 a été ouverte le jeudi 24 octobre 2024. Au cours des 6 sessions plénières tenues, l'Assemblée nationale a voté 4 lois. La première loi, c'est la loi numéro 2024-33, portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. L'adoption de cette loi a permis l'arrêt définitif des recettes et des dépenses du budget de l'État, du montant définitif du résultat budgétaire et du montant définitif des ressources et des charges de trésorerie, tel que le dispose l'article 7 de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances à l'offre. La deuxième loi que nous avons votée, c'est la loi 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2026. À travers cette loi, la représentation nationale a doté le gouvernement d'un budget de 3 551 milliards pour poursuivre les actions de développement en cours et permettre aux différentes institutions de la République de fonctionner. La troisième loi que nous avons votée au cours de cette session, c'est la loi 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. En dehors de ces lois, l'Assemblée nationale a également étudié 4 décrets d'accord de prêt et de financement. Plusieurs autres activités ont été menées en dehors de l'hémicycle, notamment
les séminaires, les ateliers, les missions de contrôle parlementaire sur un certain nombre de projets. Nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement dans ce chantier de développement entrepris depuis 2016 et sommes prêts à maintenir le cap jusqu'au terme de notre mandat. Cette édition se poursuit, réputée pour ses formations à l'endroit des citoyens sur les défis actuels de la société. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou organise en cette année 2025 un nouveau volet de formation destiné aux acteurs et leaders politiques. Le père Arnaud-Éric Aguenounon, directeur de l'IAJP, nous édifie davantage sur la dite formation. Il s'exprime au micro de Aneldo. L'homme est mortel. La nation est pérenne. La souveraineté du peuple est cardinale et immortelle. Et le développement durable et équilibré est un enjeu permanent. Alors, à l'IAJP, nous avons compris qu'il faut continuer à former la conscience citoyenne, à travailler à construire dans les cœurs des futures générations de citoyens l'amour patriotique et le courage et la vérité. Dire la vérité à soi-même et dire la vérité aux autres. À cet effet, en cette année 2025, mes collaborateurs et moi, en complicité avec le directeur adjoint, nous mettrons en place un nouveau volet de formation d'instructeurs de l'Église destiné aux acteurs et leaders politiques. Dans un autre registre, des poursuites judiciaires engagées contre un professeur de la Faculté des sciences humaines et sociales FACH à l'université d'Abomey-Calavi. Ce dernier est poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel sur son étudiante. Selon les informations, le mis en cause est l'encadrant de mémoire de la victime et également le chef adjoint du département de socio-anthropologie à la FACH. Le dossier a été transféré à l'Institut national de la femme INF en raison de la situation de vulnérabilité de la victime qui est une étudiante. Alerté par la situation, le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi a pris des dispositions, autant pour moi, pour suspendre l'enseignant de ses fonctions de chef adjoint du département de socio-anthropologie à la FACH et de toute activité pédagogique et d'encadrement à l'UAC. Rappelons qu'au Bénin, toute liaison amoureuse entre enseignants et apprenantes est interdite. On poursuit cette édition. La deuxième assemblée générale de la Confédération africaine de football des sources est ouverte ce vendredi 24 janvier 2025. C'était dans la salle de conférence du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, en présence des différentes délégations, et de Bruno Didavi, représentant du président de la Fédération béninoise de football. Le compte rendu avec Kanté Amosso. Promouvoir et développer le football des sourds à travers l'Afrique. C'est l'objectif que vise la deuxième assemblée générale de la Confédération africaine de football des sourds. Aujourd'hui, nous ne nous réunissons pas seulement pour célébrer nos réalisations, mais aussi pour réfléchir aux défis qui se dressent devant nous et pour planifier un avenir. Cette assemblée représente un moment crucial pour TAS, car nous visons à renforcer nos collaborations avec des parties prenantes clés, notamment la Confédération africaine de football, CAF. Un défi qui semble être complexe, mais pas impossible. C'est un peu difficile, mais avec un peu de courage, nous pouvons y aller. Donc, je suis là pour encourager les jeunes, enfants, femmes et tout. Donc, ça, c'est la deuxième organisation du foot des sourds
Donc, nous sommes ici pour le développement au sein de l'Afrique. Et pour y arriver, la Fédération béninoise de football entend soutenir son homologue des sourds. C'est avec plaisir que nous accueillons toutes les délégations ici présentes. On aurait souhaité que les travaux se déroulent normalement et que la partie béninoise, quand je parle de partie béninoise, la Fédération béninoise de football des sourds-muets soit vraiment une réalité chez nous. Les activités de cette deuxième Assemblée générale, qui a débuté le 22 janvier dernier sous l'égide de la Fédération béninoise de football, vont se poursuivre jusqu'au 27 janvier prochain. Restons toujours dans le domaine sportif. Aspac BBC, Énergie BBC et Élan Coton BBC, 3 clubs basketball du Bénin, participent à l'édition 2025 du Louis Edem Championship, un tournoi sous-régional de mise en jambe au Nigeria. Du 26 janvier au 2 février, ils jaugeront leur niveau de préparation de Ligue Pro 2025 face à des adversaires nigérians et ghanéens aussi bien en dames qu'en hommes. Dans l'état-major de l'ASPAC, on s'active pour répondre à ce défi. Parfait à Bagatomo, coach de l'équipe féminine portuaire, l'atteste. On regarde. D'abord, on remercie la direction d'ASPAC, la direction générale de ASPAC SA, la direction générale du port autonome de Cotonou, de nous avoir permis de participer à ce tournoi pour aller nous préparer, aller nous jauger. Parce que ce tournoi-là, il y aura les meilleures équipes du Nigeria, les meilleures équipes du Bénin. Donc ça, ce tournoi nous permettra de nous jauger, de pouvoir voir à quel niveau nous sommes, qu'est-ce que nous devons réorganiser, qu'est-ce que nous devons travailler pour pouvoir bien entamer le championnat qui va démarrer dans bientôt. Ça se passe bien. Nous avons 4 séances par semaine. Nous avons 2 séances le matin, 2 séances le soir. Nous travaillons sur la contention physique, sur la vitesse, la défense. Comme nous sommes une équipe où nous ne sommes pas très grands, donc nous essayons de mettre un peu nous travaillons sur l'explosivité. Donc pour que notre équipe puisse représenter valablement l'ASPAC pendant le championnat. Donc voilà en gros ce que nous faisons. Nous avons joué 2 matchs. Nous avons joué contre Énergie, nous avons joué contre AOL. On devait jouer contre Académie H, on devait jouer contre Renaissance, mais malheureusement le mardi dernier, il y a eu les arbitres qui avaient un colloque, donc ils étaient ensemble, donc on n'a pas pu jouer le 3e match. L'objectif d'un club, de tout club, c'est d'un club, surtout un club comme ASPAC, qu'on a plus à présenter. L'objectif, c'est d'aller à Lagos et de gagner le championnat et le tournoi. Pour que, parce que, sans vous le cacher, c'est les équipes du Bénin contre les équipes du Nigeria. Donc si en partant là-bas, si nous pouvons gagner le championnat, le tournoi, nous n'allons pas cracher sur ça. Pour leur part, les joueuses rassurent sur leurs états d'esprit et motivation pour concrétiser les ambitions du club pendant le tournoi et la Ligue Pro. Déjà, la compétition commence ce dimanche au Nigeria. On compte se mettre à fond, même que c'est juste un tournoi, mais on part pour se préparer, donc on compte se mettre à fond pour se préparer pour notre saison, parce qu'on a un objectif à atteindre. L'année passée, par exemple, on n'a pas pu aller loin, on n'a pas atteint les playoffs et déjà ça nous a choqués. Donc cette année, on est vraiment motivé à aller au moins faire les playoffs. Bon, l'ambiance du groupe, ce n'est pas mal, on essaie de gérer, on essaie de se battre pour pouvoir atteindre les playoffs cette année. Déjà les entraînements, ça se passe bien au sein du groupe et tout, donc ça peut aller, on a aussi fait des matchs amicaux. Et ça a donné un peu un bon résultat, même si on n'a pas tout gagné, ça a donné un bon résultat et ça promet. Et puis à l'échelle internationale, je l'annonçais au sommaire de cette édition d'ailleurs, le clergé catholique du Cameroun, jusqu'alors largement éloigné de la politique, a récemment pris une position ferme contre le président camerounais Paul Biya et sa volonté de briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2025. Cette prise de position venue de certains hauts dignitaires de l'Église s'est amplifiée au cours des célébrations de fin d'année marquées par des critiques virulentes du régime en place depuis 42 ans. Évoquant l'âge avancé de Paul Biya, âgé de 92 ans, l'archevêque de Douala et ancien président de la Conférence nationale épiscopale, Samuel Cléda,
a estimé que sa candidature à un nouveau mandat de 7 ans serait irréaliste. D'autres figures emblématiques de l'Église ont également exprimé leur désaccord. Il est rare qu'une partie aussi large du clergé se soit unie pour critiquer aussi sévèrement le gouvernement du président et sa candidature à un nouveau mandat. Pendant ce temps, le président Paul Biya, dans ses vœux du Nouvel An, le 31 décembre 2024, a affirmé sa volonté de continuer à servir le peuple camerounais. Dans une autre direction, l'Afrique du Sud à présent, des familles de victimes de l'apartheid accusant l'ANC au pouvoir depuis le début de la démocratie sud-africaine en 1994 de ne pas avoir assez enquêté sur ces crimes et atrocités. Après la commission Vérité et Réconciliation, qui pendant 3 ans a entendu des victimes et bourreaux, la justice n'a pas suivi et très peu de procès ont eu lieu. Ces familles tenaient une conférence de presse à Johannesburg ce jeudi 23 janvier 2025 pour expliquer leur procédure contre l'État. Pour les familles qui attendent toujours des réponses plus de 30 ans plus tard, l'ANC est responsable de déni de justice. Aujourd'hui, ces familles demandent donc des comptes à l'État, des familles qui regrettent que 30 ans après la fin de l'apartheid, ils aient encore à saisir la justice pour espérer obtenir des réponses. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.